Paris s'éveille sous un ciel de plomb. L'aube peine à chasser l'obscurité, et dans les couloirs silencieux d'un immeuble de bureaux du 15e arrondissement, Claire Moreau pousse son chariot de ménage. À 42 ans, elle en connaît chaque étage, chaque recoin poussiéreux, chaque lumière qui clignote sans que personne ne s'en soucie. Elle passe avant l'arrivée des cadres, des assistants, des directeurs. Quand ils arrivent, elle a déjà disparu, laissant les lieux brillants, les vitres sans traces, les sols sans miettes. Claire est une silhouette discrète, vêtue d'un uniforme gris trop large, les cheveux ramenés en un chignon pratique. Elle ne cherche pas à se faire remarquer. Elle n'en a ni le temps ni l'énergie. Elle enchaîne les tournées dans 3 bâtiments, 6 jours sur 7. Le dimanche, elle dort un peu plus, fait les courses, tente de réparer la fuite sous l'évier, puis recommence. Dans son petit appartement de la banlieue nord, elle vit avec Thomas, son fils de 16 ans. Un adolescent silencieux, souvent enfermé dans sa chambre, avec ses écouteurs vissés sur les oreilles. Ils se croisent plus qu'ils ne se parlent. Claire rentre tard, il dîne seul. Elle se lève tôt, ils dorment encore. Leur relation est faite de silence, de regards rapides, de mots brefs. Mais elle l'aime, d'un amour féroce et discret, comme tout ce qu'elle fait. Elle a appris à être invisible. Dans les halls luxueux, les ascenseurs en acier poli, les toilettes marbrées, elle est un fantôme. Les gens passent à côté d'elle comme on évite un obstacle sans importance. Elle n'en souffre plus. Cela fait longtemps qu'elle a compris que le monde ne s'arrête pas pour ceux qui nettoient derrière lui. Chaque matin, elle enfile ses gants en latex comme on enfile une armure. Chaque soir, elle retire ses chaussures avec un soupir, masse ses pieds gonflés et prépare son réveil pour le lendemain. Son existence est une mécanique bien huilée, sans place pour l'imprévu. Mais parfois, quand elle croise son reflet dans une vitre ou dans un miroir oublié, elle se surprend à chercher autre chose. Une trace de celle qu'elle était avant les dettes, avant les nuits sans sommeil, avant la solitude. Elle ne trouve que ses yeux fatigués, une ride nouvelle, la peau pâlie par les néons. Elle n'a pas toujours été femme de ménage. Il y a une 15aine d'années, elle travaillait dans une petite librairie du quartier latin. Elle aimait les livres, les gens, les échanges. Mais la librairie a fermé et puis son mari est parti, la laissant avec un enfant de 2 ans et un loyer impayé. Alors elle a pris ce qu'elle a trouvé. Et ce qu'elle a trouvé, c'est le ménage. Un travail dur, peu payé, mais stable. Essentiel, mais ignoré, comme elle. Ce matin-là, alors qu'elle quitte le dernier immeuble de sa tournée, ses membres lourds, ses paupières tirées, elle traverse la rue en direction du métro. L'air est glacial, humide, typique d'un hiver parisien. Les passants se hâtent, le visage fermé. Elle baisse les yeux, resserre son écharpe autour du cou, se préparant à affronter une nouvelle journée de métro bondée de regards absents. Mais quelque chose la fait s'arrêter. Au bord du trottoir, à moitié dissimulée par une poubelle débordante, une silhouette minuscule est recroquevillée sur elle-même. Claire plisse les yeux, croyant d'abord à une illusion. Mais non, c'est bien une enfant. Une toute petite fille, immobile, les genoux contre la poitrine, vêtue d'un manteau trop fin pour la saison. Ses cheveux blonds sont en désordre, ses joues rouges de froid, ses doigts bleus. Claire s'approche, hésitante. « Tu vas bien, ma chérie? Tu es perdue ?» Pas de réponse. Juste 2 yeux grands ouverts, qui la fixent. Des yeux pleins de peur, mais aussi d'un calme étrange, presque résigné. Claire s'accroupit, pose doucement une main sur l'épaule de l'enfant. « Tu as un nom ?» La petite bouge les lèvres, mais aucun son ne sort. Claire attend, puis enfin un murmure. « Élise !» Un frisson parcourt Claire. Elle regarde autour d'elle. Il n'y a personne. Pas de parents affolés. Pas de voiture à l'arrêt. Rien. Juste le grondement lointain du trafic et quelques pigeons affamés qui picorent les restes d'un sandwich tombé. Elle retire son manteau et l'enroule autour de la fillette, puis se lève, le cœur battant. Ce jour-là, quelque chose vient de basculer. Claire, la femme invisible, vient d'être vue. Par un regard d'enfant, seule au milieu du froid. Le vent mordait les joues, soulevant les détritus entassés contre les trottoirs, emportant les restes d'un journal froissé et arrachant le peu de chaleur que l'aurore tentait d'apporter. Claire serrait davantage le manteau autour des épaules d'Élise. La fillette ne protestait pas, elle ne tremblait même pas, comme si son corps avait abandonné depuis longtemps la lutte contre le froid. Ses petits yeux clairs fixaient le vide, détachés, ailleurs. Claire la prit doucement par la main.
Cette main si menue, froide comme le métal, et l'entraîna vers la bouche de métro la plus proche, sans se poser 1000 questions. Elle ne pouvait pas la laisser là. C'était inenvisageable. Une enfant seule, sans surveillance, perdue dans les rues glaciales de Paris. Personne ne s'était arrêté. Personne ne l'avait vue. Exactement comme Claire elle-même, qu'on ne voyait jamais. Il y avait entre elles deux une forme de reconnaissance silencieuse, une blessure commune que personne ne regardait. Dans le métro, Claire choisit une rame peu remplie, s'asseyant dans un coin, gardant Élise contre elle, la recouvrant autant que possible. L'enfant ne disait toujours rien. Elle laissait faire. Claire la regardait à la dérobée, cherchant des indices, un logo sur ses vêtements, un bijou, une marque, quelque chose qui pourrait indiquer son origine, un quartier, une école. Rien. Juste un collant déchiré, des chaussures de toile abîmées et ce manteau trop court, à peine fermé. Arrivée chez elle, Claire fit entrer Élise dans son petit appartement. Thomas n'était pas encore levé. Claire la fit asseoir sur le canapé, lui apporta un bol de chocolat chaud, du pain, un peu de beurre. L'enfant mangea sans un mot, sans hâte, avec une retenue presque irréelle pour une enfant de son âge. « Tu veux bien me dire où tu habites ?» demanda Claire doucement. « Je peux t'aider à rentrer chez toi. » Élise ne répondit pas. Elle regardait ses mains posées sur ses genoux, comme si la question ne la concernait pas. Claire se pencha vers elle, capta enfin un regard. Un murmure parvint à ses oreilles, à peine audible. « Je veux pas y retourner. » Cette phrase résonna étrangement dans la pièce. Claire ne posa pas plus de questions. Pas encore. Elle s'assit à côté de la petite et soupira longuement. Elle savait que forcer une parole ne servirait à rien. Un peu plus tard, elle réveilla Thomas, lui expliquant brièvement que la fillette était une connaissance temporaire, qu'elle avait besoin d'aide. Le garçon haussa les épaules, grognon, puis retourna dans sa chambre sans insister. Ils n'étaient pas proches, lui et sa mère, mais il savait qu'elle ne faisait jamais rien à la légère. Claire prit alors son téléphone, chercha le commissariat le plus proche et appela. Elle expliqua la situation calmement, détailla l'endroit où elle avait trouvé la fillette, son état, le manque d'informations. La personne au bout du fil l'écouta, mais sa réponse fut expéditive. « On est débordé, madame. On vous envoie quelqu'un dès que possible. Gardez-la à l'abri pour l'instant, surtout si elle est calme. Pas de procédure d'urgence. Pas de patrouille immédiate. » Claire raccrocha, le cœur serré. Était-ce donc si banal? Une enfant perdue, silencieuse, trouvée seule dans le froid, et on lui demandait simplement de la garder jusqu'à nouvel ordre, comme un objet oublié qu'on viendrait chercher plus tard. Elle s'assit à la table, les yeux fixés sur la petite, qui dessinait maintenant sur une feuille que Thomas avait laissée traîner. Des formes simples, des traits hésitants, mais appliqués. Claire observa sans intervenir. Les enfants parlent souvent avec des gestes quand les mots leur manquent. Élise ne pleurait jamais. Elle ne riait pas non plus. Elle existait entre deux émotions, comme suspendue. Claire, en la regardant, ressentit une forme de responsabilité étrange. Pas celle d'une mère, plutôt celle d'une personne qui comprend ce que signifie être oubliée, être considérée comme un détail dans le décor. Le jour passa lentement. Claire n'alla pas travailler. Elle prévint l'une de ses collègues qu'elle était malade, ce qui n'était pas tout à fait faux, quelque chose l'étouffait. Elle passa l'après-midi à essayer, sans succès, d'arracher d'autres informations à Élise. Rien ne venait, sauf un prénom répété 2 fois, « maman », et un regard vide à chaque mention du mot « maison ». Le soir venu, elle installa un petit lit de fortune dans le coin du salon. Thomas accepta de manger avec elle, sans parler. Élise mangea lentement, remercia à voix basse. Claire remarqua enfin un frémissement sur son visage. Une émotion fragile, timide, un début de confiance. Quand la nuit tomba, Claire resta éveillée longtemps, assise sur sa chaise, regardant les murs fatigués de son appartement. Elle se posait 1000 questions. Qui était cet enfant? Où étaient ses parents? Pourquoi ne voulait-elle pas rentrer chez elle? Et pourquoi parmi tous les passants, c'était elle, Claire, qu'Élise avait suivie sans résistance? Le téléphone resta muet. La police ne rappela pas. Aucune alerte ne fut émise. Aucun visage d'enfant disparu ne correspondait à celui d'Élise dans les bases de données en ligne qu'elle consulta fébrilement. C'était comme si la fillette n'existait pas. Le lendemain matin, Claire prépara le petit déjeuner, aida Élise à s'habiller avec des vêtements à elle, trop grands mais plus chauds. Elle décida de l'emmener à l'hôpital. Elle voulait s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle n'avait rien de grave, pas de blessure invisible,
pas de maltraitance passée sous silence. Elle espérait aussi que quelqu'un là-bas pourrait l'identifier, la reconnaître. Peut-être une infirmière, un médecin, un dossier oublié. Elle voulait croire qu'il suffisait d'aller dans un lieu officiel pour que les choses rentrent dans l'ordre, que la vérité viendrait. Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que cette histoire n'allait pas être simple, que cette petite fille silencieuse n'était pas seulement une enfant perdue, mais le début de quelque chose de bien plus profond. L'hôpital Necker, avec ses longs couloirs blanchâtres et son atmosphère feutrée, semblait à Claire un monde à part, où les douleurs avaient des noms techniques et les inquiétudes étaient codifiées. Elle tenait fermement la main d'Élise, qui regardait tout autour avec la même réserve qu'un animal blessé dans un endroit inconnu. Les médecins, les brancardiers, les secrétaires passaient sans leur accorder d'attention. Claire dut s'approcher d'un guichet pour expliquer la situation à une infirmière occupée qui leva les yeux vers elle, avec une fatigue contenue. Elle expliqua tout. L'enfant trouvé sur le trottoir, le silence, l'absence de documents, l'appel à la police resté sans suite. L'infirmière hocha la tête lentement et après un instant d'hésitation, les fit asseoir en salle d'attente. 1 heure passa. 2. Élise restait muette, collée à Claire. Puis, un pédiatre les appela. Dans le cabinet médical, Claire s'effaça légèrement pour laisser parler l'enfant, mais rien ne sortit. Le médecin, patient, lui posa des questions simples, tenta des jeux de mots, montra des images colorées. Elle ne réagissait que par de faibles hochements de tête. L'examen physique révéla un état général correct, pas de traces visibles de violence, mais une fatigue manifeste, une légère déshydratation, une tension musculaire constante, le genre de signes qui ne mentent pas sur un vécu difficile. Le médecin prit des notes, consulta son ordinateur. « Vous dites qu'elle n'a ni papier ni adresse? Vous avez déjà contacté la police ?» Claire acquiesça. « Ils m'ont dit d'attendre. » Le médecin hocha la tête, soupira, puis fit venir une assistante sociale. Celle-ci arriva après 30 minutes, polie mais expéditive. Elle demanda à Élise de dire son nom complet, son âge, où elle vivait. Rien. L'enfant détournait le regard, se recroquevillait, serrait la main de Claire avec une force presque douloureuse. « Elle semble traumatisée, dit l'assistante sociale. Mais tant qu'elle ne parle pas, on ne peut pas ouvrir de dossier formel. Il faut des éléments vérifiables. Elle s'appelle Élise, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a peur. Ça ne vous suffit pas pour intervenir? Non, pas officiellement. On proposa à Claire de laisser l'enfant à l'hôpital pendant qu'il contactait les services compétents. Elle refusa. La fillette s'agrippait à elle comme si sa vie en dépendait. Face à cette scène, l'assistante sociale haussa les épaules, nota le numéro de Claire et lui demanda de repasser dès qu'il y aurait du nouveau. Pas de place d'accueil disponible immédiatement. Pas de solution temporaire. En sortant de l'hôpital, Claire se sentait plus perdue qu'avant. Elle s'était attendue à un peu d'ordre, de structure, à des réponses. Mais tout semblait s'enliser dans une bureaucratie absurde. Aucune trace d'Élise dans les bases de données, pas de signalement, pas de dossier scolaire. L'enfant était un fantôme administratif. Et sans document, il n'y avait ni urgence ni reconnaissance de la situation. De retour à la maison, Claire réfléchit. Il fallait agir autrement. Elle ne pouvait pas continuer ainsi, à garder une enfant inconnue sans savoir quoi faire. Mais l'abandonner à un système qui refusait de la voir n'était pas une option. Alors, elle tenta autre chose. Elle parla à Élise, doucement, lentement, lui montrant des images sur Internet, école, quartier, bâtiment. Rien. Puis elle essaya un jeu. Elle demanda à la petite de dessiner tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle se rappelait. Pas des mots, juste des formes. Élise prit un crayon, hésita puis traça des lignes, des courbes, une structure. Le dessin montrait une maison imposante, aux fenêtres nombreuses, toutes alignées. Sur le côté, un jardin. Et au milieu, une fontaine. Claire sentit un frisson dans le dos. Cette image lui rappelait quelque chose. Elle l'avait vue. Pas dans un livre, pas dans un film, en vrai. C'était l'une des maisons qu'elle nettoyait régulièrement, dans un quartier riche de Neuilly-sur-Seine. Elle ne dit rien à Élise. Elle préférait vérifier. Mais son esprit s'agitait. Si Élise venait bien de cette maison, comment avait-elle fini seule dans la rue, sans papier, sans souvenir précis, sans que personne ne la recherche? Le lendemain, elle retourna travailler, la fillette confiée à Thomas, qui pour la première fois ne protesta pas.
Il la laissa s'asseoir dans sa chambre, lui donna une console, mit un casque sur ses oreilles. Claire partit avec le dessin dans son sac, et dans la tête une suite de questions sans réponse. Arrivée à Neuilly, elle attendit que la surveillance soit moindre. La maison du dessin était bien là, majestueuse, imposante, avec ses volets peints en bleu pâle et son portail en fer forgé. Elle ne s'était pas trompée. C'était la demeure de l'un de ses rares clients qu'elle ne croisait jamais. Tout se faisait par l'intermédiaire de la gouvernante. Le propriétaire, un homme riche et discret, n'était jamais présent. Claire s'approcha du portail, observa les caméras. Elle hésita, puis sonna. Un long silence, puis une voix métallique, filtrée par l'interphone. « Oui ?» Elle se racla la gorge. « Je suis Claire Moreau, je travaille ici comme femme de ménage. Je suis venue aujourd'hui pour une question urgente. Cela concerne une fillette. Elle s'appelle Élise. » Un nouveau silence. Puis le grésillement s'arrêta. Quelques secondes plus tard, 2 hommes en costume sortirent par la porte latérale. Pas des domestiques, des agents de sécurité. Ils s'approchèrent avec prudence. « Où est-elle » demanda l'un d'eux, la voix dure. Claire sentit immédiatement l'hostilité, l'inquiétude contenue. Elle serra son sac contre elle. « Je veux seulement comprendre. Cette maison, elle l'a dessinée. Elle s'en souvient. Je crois qu'elle vivait ici. Vous devez nous dire où elle est, Madame Moreau. Aucun mot sur sa santé. Aucun remerciement. Aucune émotion. » Claire les regarda un à un. Il y avait quelque chose de trouble dans leur regard. Elle secoua la tête, recula. « Pas tant que je n'aurai pas de réponse. Qui est-elle? Pourquoi est-elle seule dans la rue ?» Ils échangèrent un regard. « Vous devriez partir. Maintenant. » Claire tourna les talons, le cœur battant. Derrière elle, le portail claqua dans un bruit sec. Ce n'était pas seulement de la méfiance, c'était de la peur. Et cela ne faisait que commencer. Le matin était froid et gris comme le métal poli d'un ascenseur. Dès qu'elle franchit le seuil du bâtiment, Claire sentit l'atmosphère changer. Les employés arrivaient en petits groupes, la conversation fluette, l'air affairé. Mais elle ne pensait pas, en entrant, que ce jour-là tout basculerait. Elle écarta un mot, un sourire gêné, et monta à l'étage supérieur, glissant silencieusement son chariot. 10 minutes plus tard, son téléphone vibra au fond de sa poche. L'assistante sociale de l'hôpital. « Venez avec Élise au service pédiatrie pour un entretien. » Elle reposa les gants, nettoya un peu les vitres autour d'elle, geste automatique, puis quitta la scène du boulot, vitale mais invisible encore une fois, pour conduire l'enfant vers l'hôpital. Le trajet en métro fut lourd de questions non formulées, de regards échangés furtivement entre elle et Élise, qui ne détournait pas le regard, mais ne disait rien non plus. En entrant dans l'établissement, l'accueil reconnut immédiatement la fillette. Son nom avait été transmis et tout d'un coup, l'affaire prit une ampleur que Claire n'avait pas envisagée. Elle fut escortée vers un bureau vitré où la tension se fit sentir. 2 agents en blouse administrative, un policier en tenue simple et un cadre hospitalier l'attendaient. Le policier se leva. « Madame Moreau, vous êtes mise en cause pour l'enlèvement d'une mineure. Veuillez expliquer comment vous vous êtes trouvée en possession de l'enfant. » Le choc fut brutal. Les mots résonnaient comme un couperet. Claire sentit son sang se glacer et cette absurdité l'envelopper. Elle désigna timidement l'enfant assis à ses côtés, les bras fins recroquevillés. « Je l'ai trouvé seul dans la rue. J'ai voulu aider. » Le fonctionnaire fronça les sourcils. « Et pourquoi n'avez-vous pas immédiatement alerté la police ou un service social ?» Claire entendit la question comme un déni de toute logique. « Je l'ai faite. On m'a dit d'attendre. » Le silence tomba. L'agent nota, consulta ses dossiers. Un cadre hospitalier intervint. « En cas d'urgence, l'enfant ne doit pas rester sans accompagnement légal. Vous avez agi par initiative personnelle. Cela doit être vérifié. » Claire sentit la gravité de la situation l'écraser. Elle entendit le nom de Vincent Dubois. Elle entendit que la fille disparue d'un homme puissant avait été retrouvée et que maintenant, elle était aux prises avec une accusation qui retournait la situation sur elle. Elle implora le respect de la fillette. Elle expliqua que cet enfant avait surgi silencieuse, effrayée, qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, que c'était un cas différent. Le policier prit des notes. L'hôpital exigeait des justificatifs. Le mot « enlèvement » flottait dans l'air. Claire voulut réclamer un avocat, mais l'administration refusa de lui donner le temps nécessaire. Elle sentit qu'on l'écrasait par un poids invisible. Le gardien de l'établissement vint lui demander de sortir. « Vous n'êtes pas dans une situation normale. Nous devons procéder à des formalités. »
Vous n'avez pas le droit d'entrer avec la fillette sans autorisation. » Claire détourna les yeux. La fillette la regardait avec un regard épuisé. Elle la serra contre elle comme protectrice en plein orage. Le monde qu'elle connaissait, fait de tâches invisibles et d'exploitation silencieuse, s'écroulait. Elle ne pouvait plus être seulement la femme de ménage qui passe. Elle était sous suspicion. Elle regarda autour d'elle. Des regards se posaient, des voix feintes s'élevaient. Une journaliste, un appareil photo, un clin d'œil. Tout avait changé. La maison luxueuse, le dessin, la fillette, le magnate. Et maintenant, elle face à eux, seule. On lui demanda de quitter les lieux, de laisser l'enfant un instant, alors que l'enquête procédait. Elle refusa, passant un seuil. Elle sentit l'hostilité autour d'elle, la froideur de la machine judiciaire qui broyait sans nuance. Elle prit Élise par la main et quitta l'hôpital. Les couloirs résonnaient. Une assistante sociale tenta de l'intercepter. « Madame Moreau, vous ne pouvez pas repartir avec l'enfant. Vous devez coopérer. » Elle posa une main sur l'épaule de Claire, mais celle-ci s'échappa. Dehors, la pluie fine tombait, lavant les pavés, mais laissant les rues plus glissantes. Elle sentit un vertige. Elle pensa à Thomas, à son appartement modeste, à son travail de chaque jour où personne ne la remarque. Et maintenant, tout se transformait. Elle reprit un taxi, grimpa dans l'habitacle. Le chauffeur parla de la circulation, d'un accident sur le périphérique. Elle ne répondit pas. Elle avait mal. Elle ne s'était jamais sentie assise au centre de l'attention, du jugement, de la suspicion. Arrivée chez elle, elle fit asseoir Élise dans le salon, demanda un verre d'eau. Le silence fut lourd. Elle expliqua à la fillette « Personne ne croit que je voulais bien faire ». L'enfant ne répondit pas. Elle tremblait légèrement. Claire lui tendit une couverture, la couvrit, resta à ses côtés jusqu'à ce que les paupières de la fillette se ferment. Ce jour-là, elle apprit que l'aide pouvait se transformer en accusation, que l'ombre et la lumière étaient proches, et que pour les invisibles de la machine, être vu pouvait devenir une arme. Elle s'endormit sur le canapé, le réveil fixé à l'aube, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait qu'elle ne lâcherait pas. Elle devait comprendre. Elle devait résister. Et au matin, elle se lèverait pour aller plus loin que les balais et les chiffons. Claire ouvrit les volets de l'appartement alors que le jour se levait péniblement, noyé dans la brume. L'humidité s'infiltrait par les murs et le sol froid sous ses pieds nus la réveillait plus sûrement que le café qui bouillonnait dans la vieille cafetière. Elle jetait des regards discrets vers le canapé où Élise dormait encore, recroquevillée sous une couverture trop fine pour l'automne parisien. Elle ne bougeait presque pas, comme si elle redoutait d'exister à nouveau. Claire laissa couler un instant puis s'approcha, posa doucement une main sur son front. Pas de fièvre, juste une fatigue qui semblait coller à ses os. Après un petit déjeuner pris en silence, Thomas sortit de sa chambre et observa la scène, toujours sans poser de questions. Il se contenta d'un signe de tête à sa mère, prit ses affaires et partit pour le lycée. Depuis qu'Élise était arrivée, il parlait encore moins, mais il laissait la fillette tranquille, comme s'il comprenait sans mots que quelque chose de plus profond se jouait là. Claire, elle, se sentait prisonnière d'un entre-deux. Un pied dans la routine, l'autre dans une réalité qu'elle ne maîtrisait plus. Ce jour-là, elle ne retourna pas travailler. Trop de choses restaient en suspens. Elle se posa à la table de la cuisine, face à Élise, et sortit une feuille blanche. Sans rien dire, elle posa des crayons de couleur à côté et attendit. L'enfant cligna des yeux, hésita, puis, lentement, saisit un crayon bleu. Ses gestes étaient précis, presque méthodiques, comme si elle reproduisait quelque chose qu'elle avait vu des centaines de fois. Claire resta silencieuse. Elle observait chaque trait, chaque choix de couleur, chaque courbe. Il y avait une structure, une maison. Grande, imposante, avec un toit triangulaire et des fenêtres nombreuses, toutes alignées en symétrie. Un portail noir en fer forgé. Puis, sur la gauche, un jardin. Élise dessina des arbres fins, taillés, et au centre du jardin, une forme ovale, cerclée de pierres, une fontaine. Claire sentit son estomac se contracter. Ce dessin n'était pas une fiction. Elle connaissait cette maison. Elle l'avait nettoyée à plusieurs reprises, dans un des quartiers les plus riches de Neuilly-sur-Seine. Elle se souvenait des vitres étincelantes, des sols de marbre, des meubles trop chers pour être confortables. Elle se souvenait de la rigueur imposée par la gouvernante, des horaires stricts, du silence imposé dans certaines ailes de la maison.
Mais elle n'avait jamais vu d'enfant, jamais entendu une voix fluette, jamais croisé de jouets, de dessins sur les murs. Elle n'avait croisé que des employés silencieux et une opulence étouffante. Elle prit le dessin entre ses mains, le détailla, chercha un détail manquant, puis elle leva les yeux vers Élise. « Tu as vécu là ?» La fillette ne répondit pas, mais son regard, fixe, s'était perdu dans l'image. Elle semblait absente, mais présente au cœur de ce souvenir. Claire comprit que ce n'était pas une supposition, c'était un fragment de vérité. Sans attendre, elle ouvrit son téléphone, chercha des photos de propriétés de Neuilly, comparant les images au dessin. Rien d'exact, mais des ressemblances troublantes. Puis elle se rappela une chose. Dans l'un des immeubles où elle travaillait, un nom revenait souvent lié à cette maison. Un certain Vincent Dubois. Elle n'avait jamais fait le lien. Dubois était un nom courant. Mais tout ça semblait trop bien. Elle revint vers Élise avec une photo trouvée sur un article économique en ligne. Un homme, costume noir, regard dur, posait devant un logo d'entreprise. Claire montra l'image à l'enfant. « Tu le connais ?» Élise ne répondit pas immédiatement. Mais son regard changea. Il se figea, devint plus lourd. Elle détourna les yeux. Claire comprit. C'était lui. Ce Vincent Dubois, directeur d'un groupe d'entreprise, visage public du succès, père d'une enfant invisible. Le téléphone de Claire vibra. Un message de son ancienne collègue, qui nettoyait parfois dans la même maison. « Tu as entendu ? La fille de Dubois est portée disparue. Il cherche partout. Mais aucune info ne sort dans les journaux. » Claire sentit un frisson remonter le long de son dos. Pourquoi une disparition aussi grave n'était-elle pas médiatisée? Pourquoi tant de silence? Elle regarda Élise, qui recommençait à dessiner. Cette fois, un chien, une balançoire, des choses simples, des choses d'enfant. Mais ce qu'elle venait de révéler, inconsciemment, ne pouvait pas être ignoré. Claire savait maintenant qu'elle devait comprendre ce qui s'était passé dans cette maison. Elle chercha sur Internet tout ce qu'elle pouvait sur la famille Dubois. Peu de photos personnelles, aucune mention d'Élise. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Une discrétion volontaire, presque trop parfaite. Alors, Claire décida de retourner à la maison de Neuilly, pas pour affronter, pour observer, pour vérifier. Elle prit soin de ne pas emmener Élise, la laissant avec une voisine de confiance. Elle se présenta à nouveau devant les grilles. Cette fois, elle ne sonna pas. Elle observa de loin, et elle vit des allées et venues inhabituelles, des hommes en costume, des voitures noires, une agitation discrète mais réelle. Quelque chose se passait derrière ces murs. Elle ne s'attarda pas. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Mais en repartant, elle sentit le regard d'un des hommes de sécurité dans son dos. Il l'avait reconnue. De retour chez elle, elle trouva Élise plus détendue, presque joyeuse. Elle montra son nouveau dessin, un jardin plein de fleurs. Claire la serra doucement dans ses bras, les yeux fermés. Elle savait que la paix fragile qu'elle partageait n'allait pas durer. Les choses allaient remonter à la surface. Elle en avait maintenant la certitude. Mais cette fois, elle serait prête. Le quartier de Neuilly-sur-Seine, avec ses rues arborées et ses façades silencieuses, semblait endormi dans une bulle de privilèges. Ici, tout respirait l'ordre, la discrétion et la distance. Claire, vêtue simplement comme à son habitude, avançait d'un pas mesuré le long du trottoir. Le dessin d'Élise, soigneusement plié dans son sac, restait une preuve silencieuse de ce qu'elle pressentait. Elle s'arrêta de l'autre côté de la rue, face à la maison imposante qu'elle reconnaissait entre mille. C'était bien elle. La façade en pierre claire, les volets bleu pâle, le portail en fer forgé, et plus loin, derrière les arbres, un scintillement discret indiquant la présence de la fameuse fontaine. Elle resta quelques instants immobile, puis traversa la rue et s'approcha du portail. Elle n'avait pas pris rendez-vous, elle ne s'était pas annoncée, mais elle savait qu'on la reconnaîtrait. La sonnette grésilla. Une voix grave résonna dans l'interphone, immédiatement méfiante. « Oui, Claire Moreau. Je viens pour une vérification rapide. J'ai nettoyé ici plusieurs fois. Je crois que j'ai une information importante concernant une enfant. » Un long silence suivit. Puis un cliquetis discret, et le portail s'entr'ouvrit. 2 hommes l'attendaient. Pas des domestiques. Ils étaient habillés en civil, mais tout dans leur posture trahissait une formation en sécurité. Yeux froids, épaules larges, démarche contenue. L'un d'eux s'adressa à elle sans détour. « C'est qui vous a parlé d'une enfant ?» Claire hésita, cherchant ses mots. Elle ne voulait pas mentionner Élise. Pas encore.
Je suis tombé sur un dessin. Une petite fille a dessiné cette maison. Avec précision. Trop de précision pour que ce soit un hasard. J'ai reconnu l'endroit. Elle ne parle presque pas, mais elle connaît les détails du jardin, la fontaine, les volets. Elle a dit s'appeler Élise. Ce fut comme si l'air avait changé de densité. Les visages se tendirent. Les regards se firent plus durs. Un des hommes fit un pas en avant. Où est-elle? Claire recula d'un pas. Elle est en sécurité. Mais elle était seule dans la rue, sans papier, sans rien. Si elle est liée à cette maison, je dois comprendre. Je veux juste aider. Ce que vous faites est dangereux, Madame Moreau, très dangereux. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas une réponse normale, ni un merci, ni une inquiétude, juste une mise en garde. L'autre homme, jusque-là silencieux, prit la parole d'un ton tranchant. Vous n'avez pas à intervenir dans cette affaire. Elle ne vous concerne pas. Si vous avez trouvé une enfant, vous devez la remettre aux autorités, immédiatement. Ce n'est pas à vous de décider. Et pourtant, elles ne m'ont pas aidé. Je les ai appelées. J'ai attendu. J'ai agi parce qu'elle était seule et que personne ne faisait rien. Et maintenant, je découvre qu'elle vient probablement de cette maison et vous me menacez. Les deux hommes échangèrent un regard. Puis, l'un d'eux décrocha un téléphone, s'éloigna de quelques pas et parla à voix basse. Claire profita de ce moment pour observer. Rien ne semblait laissé au hasard. Les vitres brillaient, les grilles étaient récentes. Tout était trop parfait. Mais cette perfection dissimulait quelque chose de trouble. Elle le sentait. L'homme revint. « Madame Moreau, vous devez partir, immédiatement. Et si vous êtes en possession d'informations sensibles, ou si vous hébergez quelqu'un qui appartient à cette famille, vous devez vous signaler au service compétent. Nous n'en dirons pas plus. » Claire comprit qu'elle n'obtiendrait rien. Pas de réponse. Pas de reconnaissance. Juste une pression croissante pour l'écarter. Elle tourna les talons et quitta les lieux sans dire un mot de plus, le cœur battant, les mains moites. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle revivait chaque seconde de l'échange. Leur inquiétude n'avait rien de naturel. Ce n'était pas une simple affaire de disparition. Il y avait autre chose. Du secret, de la dissimulation. Quelque chose de grave, peut-être. Et si Élise en savait trop? Si son silence n'était pas seulement un choc, mais une protection? Lorsqu'elle rentra, elle trouva Élise assise à la table de la cuisine, en train de découper des morceaux de papier. Elle avait fait une sorte de collage. Un ciel, des arbres, une maison. Claire la regarda longuement, émue. Elle s'assit près d'elle, posa doucement la main sur son dos. « J'ai vu la maison, » dit-elle à voix basse. « Tu avais raison, elle existe vraiment. » Élise ne répondit pas, mais elle serra les dents, comme si quelque chose remontait. « Tu veux me dire ce qu'il s'est passé là-bas » L'enfant se leva brusquement et courut se réfugier dans la chambre. Claire ne la suivit pas. Elle comprenait désormais que les réponses viendraient à leur rythme, ou pas du tout, mais elle sentait qu'elle était entrée dans un engrenage plus grand qu'elle, et qu'à partir de maintenant, chaque pas la rapprocherait d'un point de non-retour. Le soir venu, elle prépara un dîner simple. Thomas rentra tard, posa son sac, se servit une assiette, observa sa mère. « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui » Claire répondit sans détour. « J'ai été dans une maison de riches où j'ai travaillé. Je crois que c'est là qu'Élise vivait. Ils savent qui elle est, et ils veulent que je me taise. » Thomas, surpris par la franchise, resta silencieux. Puis il hocha lentement la tête. « T'as pas peur » Claire réfléchit une seconde. « Bien sûr que si, mais pas plus que d'être oubliée, effacée. Cette fois, je veux comprendre. » Elle savait désormais que le fil était tendu et qu'à tout moment, il pouvait se rompre. Mais reculer n'était plus une option. Le téléphone vibra sur la table de la cuisine pendant que Claire versait du café dans une tasse ébréchée. Le bruit la fit sursauter. Elle hésita une seconde avant de répondre. C'était l'infirmière de l'hôpital. Sa voix était plus vive que la dernière fois, presque fébrile. « Madame Moreau, vous avez quelques minutes? Il faut qu'on parle. C'est à propos d'Élise. » Claire se raidit. Depuis son retour du quartier de Neuilly, elle savait que quelque chose allait éclater. C'était une question de temps. Elle s'était préparée à l'éventualité que quelqu'un reconnaisse la petite fille. Elle n'était pas prête, en revanche, à ce que cela vienne de l'hôpital. « Une de nos collègues a reconnu l'enfant, » dit l'infirmière d'un ton plus bas, comme si elle redoutait qu'on l'écoute. « Elle pense que c'est la fille de Vincent Dubois. »« Oui, le PDG de Synergia. Vous voyez de qui je parle ?» Claire s'assit lentement, le souffle coupé. Elle répondit par un oui étouffé.
Le nom était connu, associé à des journaux économiques, à des classements de fortune, à des fusions d'entreprises, mais jamais à une affaire familiale, encore moins à une disparition d'enfants. Elle nous a dit qu'elle avait déjà vu Élise dans un gala privé il y a presque un an, une présentation caritative à l'hôtel de ville. Elle accompagnait son père. Pas de mère. Depuis, plus rien. Pas de nouvelles. On pensait qu'il la gardait à l'abri des regards, comme il fait avec tout. Claire sentit la tension monter. La confirmation tombait. Élise appartenait bien à cette maison, à cette famille. Mais pourquoi alors ce silence médiatique? Pourquoi aucun appel à témoins, aucune alerte, aucun reportage dans la presse? Un enfant de milliardaire disparaît et personne ne semble au courant? Elle remercia l'infirmière, raccrocha puis ouvrit aussitôt son ordinateur. Elle tapa les mots « Élise Dubois » dans tous les moteurs de recherche. Rien. Pas une photo, pas une mention. Elle tenta avec « Fille de Vincent Dubois », puis « Enfant disparu PDG Synergia ». Toujours rien. L'homme, pourtant omniprésent dans la sphère économique, semblait avoir effacé toute trace de sa vie personnelle. Claire parcourut les réseaux sociaux. Même chose. Aucune image, aucun commentaire, aucun indice. L'homme n'avait pas de compte personnel identifiable, aucune interview évoquant sa famille. Une discrétion extrême, presque anormale, pour quelqu'un de ce niveau d'exposition. Mais alors que Claire allait abandonner, une notification attira son attention. Une journaliste indépendante venait de publier un article sur un site de presse en ligne. Le titre était sobre, mais le contenu révélait beaucoup plus qu'il ne laissait entendre. Discrète alerte autour de la famille Dubois, un secret bien gardé. L'article évoquait des rumeurs internes à Synergia, la disparition de certaines communications internes, des mouvements inhabituels autour du siège parisien. Aucun nom d'enfant n'était cité, mais une source anonyme affirmait que la fille du PDG avait été absente de toutes les fonctions officielles depuis plus d'un an et que certains collaborateurs avaient reçu pour consigne de ne jamais évoquer sa présence. Un silence orchestré. Claire sentit sa gorge se nouer. Tout cela confirmait ce qu'elle avait commencé à entrevoir. Élise avait disparu. Pas par accident, pas par négligence, mais parce que quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux que cela ne se sache pas. Elle se leva brusquement, entra dans la chambre où Élise jouait avec quelques objets de bricolage. L'enfant leva les yeux, calme, presque apaisé. Claire s'assit près d'elle sans rien dire, puis doucement « On parle de toi maintenant, dans les journaux. Mais ton père n'est toujours pas venu. » L'enfant baissa les yeux. Elle sembla hésiter, puis murmura « Il ne veut pas qu'on sache. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle voulait éviter de brusquer. Mais quelque chose se brisa en elle. Une colère sourde monta. Quel genre de père pouvait ignorer aussi froidement la disparition de sa fille? Quelle logique pouvait justifier un silence si glaçant? Plus tard dans la journée, Claire reçut un appel inconnu. Elle hésita à décrocher, puis répondit. Une voix d'homme neutre, presque mécanique, se présenta comme étant un représentant du service juridique de Synergia. « Madame Moreau, nous avons été informés que vous avez en votre possession une enfant identifiée comme Élise Dubois. Il est impératif que vous la remettiez immédiatement aux autorités ou à un représentant autorisé de la famille. Où était cette famille pendant tout ce temps? Pourquoi personne ne l'a cherchée? Pourquoi n'a-t-elle pas été signalée comme disparue? » Un silence. Puis la voix reprit. « Vous n'avez pas le droit de la garder. Vous pourriez être poursuivi pour rétention illégale de mineurs. » Claire serra le téléphone contre son oreille. « Je ne l'ai pas enchaînée. Elle est venue vers moi. Elle avait besoin d'aide, et elle ne veut pas retourner là-bas. Vous devriez vous demander pourquoi. » L'homme coupa la communication. Claire resta figée un long moment. Tout allait trop vite. Les informations fusaient, les appels arrivaient, mais jamais un mot d'empathie. Jamais une question sur le bien-être de l'enfant. Seulement des menaces, des obligations légales, des discours froids. La machine de l'influence et du pouvoir s'était mise en marche. Le lendemain matin, une voiture noire resta garée en bas de chez elle. Inoccupée, mais bien visible. Un avertissement silencieux. Claire en parla à Thomas qui fronça les sourcils. « Tu crois qu'ils vont essayer de la reprendre ? Je pense qu'ils feront tout pour que personne n'écoute ce qu'elle a à dire. » Elle savait que l'histoire prenait désormais une autre ampleur. Ce n'était plus seulement une question de protection, c'était une question de vérité. Et elle était prête à aller jusqu'au bout pour qu'Élise puisse enfin parler sans peur. Le vent balayait les trottoirs de Paris d'une manière inhospitalière.
comme pour accentuer l'inconfort de Claire qui attendait dans le hall d'un commissariat discret du 16e arrondissement. L'appel était arrivé tôt ce matin-là. Un officier l'avait invité à se présenter pour clarifier certains éléments liés à une mineure retrouvée récemment. Elle avait compris aussitôt. Quelqu'un avait enfin décidé de faire le lien entre Élise et la famille Dubois, mais au lieu de prendre contact avec empathie, on lui demandait de venir s'expliquer encore une fois, comme si elle était coupable d'un acte qu'elle n'avait jamais commis. Quand elle entra dans la salle d'entretien, un inspecteur était déjà là, accompagné d'un avocat que Claire ne reconnut pas. Il se présenta rapidement comme un représentant légal de Vincent Dubois. L'homme avait les traits tirés, mais il dégageait cette assurance propre à ceux qui savent exactement où poser chaque mot. Claire s'assit en silence. « Madame Moreau, » commença l'inspecteur, « merci d'être venue. Nous allons essayer de reconstituer les événements. » Cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Claire hocha lentement la tête, les mains jointes sur ses genoux. « Vous avez trouvé Élise Dubois sur un trottoir, sans surveillance. Vous avez prévenu les autorités, mais avez ensuite choisi de la garder avec vous. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? » Parce que personne ne bougeait, parce que cet enfant ne voulait pas retourner chez elle, parce qu'elle avait peur, et parce que pendant tout ce temps, personne n'a semblé s'inquiéter de sa disparition. L'avocat intervint alors d'une voix posée, presque douce. « Monsieur Dubois a été bouleversé par la disparition de sa fille. Il a choisi de ne pas faire de déclaration publique pour des raisons personnelles. Le deuil récent de son épouse, les circonstances familiales, cela ne justifie rien, mais cela explique certains silences. » Claire redressa la tête. Elle se retint de réagir avec trop de véhémence, mais son regard était dur. On parle d'une fillette perdue, pas d'une affaire de communication. Il n'a rien fait pour la chercher. Aucun avis de recherche, aucune mobilisation, rien. Vous appelez ça être bouleversé ? L'inspecteur prit la parole, tentant d'adoucir la tension. Monsieur Dubois affirme qu'il croyait sa fille partie temporairement chez une connaissance, qu'il n'a pas imaginé qu'elle aurait pu fuir aussi loin. Apparemment, après une dispute à domicile, elle a quitté la maison sans prévenir. « Une dispute ?» répéta Claire. D'après les premières déclarations, oui, une querelle autour de la scolarité d'Élise, ou peut-être d'un refus d'obéir à certaines règles. Vincent Dubois reconnaît qu'il s'est éloigné émotionnellement depuis la mort de sa femme. Il travaille beaucoup, trop même. Claire se tut un instant. Tout dans cette version lui paraissait trop propre, trop calibré. Une dispute familiale ? Une erreur de communication, et cela expliquait que l'on ne fasse rien pendant des semaines, voire des mois alors qu'une enfant avait disparu. « Avez-vous pensé, dit-elle calmement, qu'Élise ne voulait pas qu'on la retrouve parce qu'elle se sentait mieux loin de ce milieu ? Elle ne parle presque pas, mais ce qu'elle dit, ce qu'elle dessine, tout montre une solitude extrême, une absence. Et maintenant, vous me dites que son père était simplement distrait ?» L'avocat baissa les yeux. L'inspecteur nota quelque chose. « Nous ne sommes pas là pour juger les dynamiques familiales, Madame Moreau, mais pour comprendre si un crime a été commis. Il ne semble pas qu'il y ait eu enlèvement ni abus. Il s'agirait plutôt d'une fuite d'enfant, une fugue. » Claire ferma les yeux un instant. Une fugue. Le mot sonnait comme une trahison. Il réduisait à néant tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait ressenti en côtoyant Élise. La peur dans ses gestes, le silence figé dans ses yeux. Ce n'était pas une simple crise d'adolescente. C'était un appel au secours. Quand elle sortit du commissariat, le froid mordit ses joues. Elle prit une grande inspiration, puis rentra chez elle sans dire un mot. À l'appartement, Élise l'attendait, assise sur le tapis du salon, son petit sac à dos posé à côté d'elle. Claire s'agenouilla, lui parla à voix basse. « Ils veulent que tu rentres chez ton père. Ils disent que tu t'es enfui, que c'était un malentendu. » Élise resta silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Après un long moment, elle murmura « Il m'a oublié. Même quand maman est morte, il ne m'a jamais regardé. » Claire sentit un poids immense lui tomber dans la poitrine. Elle prit la main de l'enfant, la serra doucement. « Tu veux retourner là-bas ? Pas sans toi. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait que ce moment allait arriver. Que ce lien silencieux, né d'un hasard cruel, s'était transformé en une force vitale pour l'une comme pour l'autre. Mais elle ne savait pas encore si elle aurait le choix. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Cette fois, pas de policier, pas d'avocat. C'était Vincent Dubois lui-même. Il était grand, tiré à 4 épingles, mais son visage trahissait une fatigue profonde. Ses yeux, cerclés de cernes, étaient ceux d'un homme dépassé. « Je viens chercher ma fille. »
dit-il simplement. Claire le regarda droit dans les yeux. Elle n'avait pas peur. Elle ne veut pas partir. Pas sans comprendre. Pas sans que vous lui parliez. Vraiment. Il resta un long moment sans bouger. Puis il entra, s'assit sur une chaise, posa ses mains sur ses genoux. Je ne sais pas comment parler à une enfant, surtout à la mienne. Je me suis enfermé dans mon travail pour survivre à la mort de sa mère. Mais je vois maintenant que j'ai perdu plus que ça. Il parlait sans regarder Élise. Celle-ci s'approcha lentement, s'arrêta à quelques pas. « Tu ne m'as même pas cherché », dit-elle dans un souffle. Il releva les yeux. Ses lèvres tremblaient. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, j'avais peur de ce que j'allais trouver. Peur de te retrouver en me rendant compte que je t'avais perdu pour de bon. Le silence qui suivit ne fut pas douloureux. Il était nécessaire. Claire sentit qu'une porte venait de s'entr'ouvrir, et qu'à partir de là, les décisions ne pourraient plus être prises sans écouter enfin ce que l'enfant avait à dire. Le salon modeste de Claire, aux murs écaillés et aux meubles d'occasion, accueillait maintenant une tension nouvelle. Vincent Dubois, assis sur la vieille chaise de cuisine, semblait déplacé, comme un acteur hors décor. Il avait retiré son manteau, mais gardait encore cette posture rigide, comme s'il refusait de laisser tomber les barrières construites au fil des années. Face à lui, Élise restait debout, droite, fragile, les bras croisés contre elle-même. Entre les deux, un monde entier d'incompréhension. Claire les observait, silencieuse. Elle n'était plus une simple témoin. Elle était devenue un lien, un point d'ancrage, une présence que l'un et l'autre semblaient reconnaître comme nécessaire. Elle n'avait rien demandé, mais désormais elle était au centre d'un éclat de vie qu'on tentait de réparer. Vincent prit la parole, d'une voix basse. Je ne savais pas comment faire. Depuis qu'elle est partie, je pensais que le silence était une manière d'éviter le scandale, de la protéger. J'ai eu tort. Élise ne répondit pas. Ses yeux fixaient le sol. Claire s'approcha doucement, s'agenouilla à côté d'elle. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit si tu ne veux pas, mais tu peux l'écouter, ou poser une question, ou simplement rester là. La fillette tourna lentement la tête vers son père, puis elle parla, presque dans un souffle. « Pourquoi tu ne m'as jamais demandé ce que je ressentais ?» Vincent baissa les yeux. Il semblait chercher ses mots dans un puits vide. « J'ai cru bien faire. J'ai cru qu'en gardant la maison en ordre, en maintenant l'entreprise, en avançant malgré tout, je te protégeais. Tu m'as rendu invisible. » La phrase tomba comme une sentence. Claire sentit une tension se dissiper, non pas parce que tout s'arrangeait, mais parce que la vérité, enfin, trouvait sa place dans la pièce. Le silence de l'enfant avait été un cri, et ce cri venait de se poser devant l'homme qui l'avait ignoré. Vincent se leva, fit quelques pas dans la pièce, regarda les livres sur une étagère bancale, les dessins d'Élise accrochés au mur par du ruban adhésif. « Je ne sais pas comment réparer, mais je veux essayer. » Élise haussa les épaules, un geste d'enfant blessé, pas encore prête à pardonner, mais assez courageuse pour rester dans la pièce. Claire se leva elle aussi. Elle ne retournera pas dans cette maison si c'est pour être seule encore une fois. Elle a besoin de stabilité, de confiance, de présence. Pas d'un chauffeur et d'une gouvernante. Vincent acquiesça lentement. « Je sais. C'est pour cela que je suis venu. Pas seulement pour la chercher, mais pour vous demander quelque chose, à vous aussi. » Claire fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Il inspira profondément. « Venez vivre à la maison, temporairement, en tant qu'accompagnante. Pas comme femme de ménage, pas comme employée silencieuse, mais comme soutien pour Élise, pour l'aider à retrouver un équilibre, pour m'aider à la comprendre. » Le silence fut total. Claire sentit en elle une résistance naturelle. Elle avait passé sa vie à être au service des autres, à effacer ses besoins, ses pensées, son identité. Et maintenant, cet homme, symbole de tout ce qu'elle avait toujours contourné, lui demandait de revenir, mais autrement. Pas comme une ombre, mais comme une présence essentielle. Elle regarda Élise. La fillette ne souriait pas, mais son regard s'éclaira d'une lueur ténue. Une forme de soulagement peut-être, un espoir. Claire répondit prudemment. « Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas psychologue ni éducatrice. Vous êtes la première personne à qui elle a fait confiance depuis des mois. Ça compte plus que n'importe quel diplôme. » Elle se tut un moment. Elle pensait à Thomas. À leur vie simple, difficile, mais maîtrisée. Elle pensait à ses habitudes, aux heures de nettoyage, aux stations de métro, à la fatigue constante. Elle pensait aussi
à ce que cela signifierait pour elle d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien, en étant regardée, scrutée, jugée. « Je vais y réfléchir, dit-elle simplement. Vincent hocha la tête, acceptant la réponse. Il ne força pas. Il comprenait, ou essayait du moins. Il resta encore 1 heure, assis, parlant par bribes avec sa fille. Pas de retrouvailles spectaculaires, pas d'excuses en larmes, juste une proximité timide, hésitante, mais réelle. À son départ, Élise lui dit au revoir d'un signe de la main. Ce fut tout, mais ce fut suffisant. Après qu'il fut parti, Claire s'assit à la table, la tête entre les mains. Thomas rentra du lycée, posa son sac, vit le regard de sa mère. Il s'est passé quelque chose. Elle hocha la tête. Il veut qu'on vienne chez lui, pour aider Élise. Thomas s'assit à son tour, son visage fermé. « Et toi, tu veux ?» Elle prit le temps de répondre. « Je ne sais pas encore, mais je sais elle a besoin de moi. Et peut-être que moi aussi, j'ai besoin de savoir ce que ça fait d'être vue autrement. Pas comme une femme de ménage, pas comme une fonction, mais comme quelqu'un d'important pour quelqu'un d'autre. » Thomas ne dit rien. Il comprenait, d'une manière que seuls les fils peuvent comprendre quand leur mère s'apprête à faire un choix qui pourrait tout changer. Ce soir-là, Claire regarda Élise dormir, ses bras enroulés autour d'un coussin. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que sa vie n'était plus faite uniquement de survie. Elle entrait dans un territoire inconnu, certes, mais peut-être plus humain, plus fragile, plus vrai. Et elle décida que le lendemain, elle donnerait sa réponse. Claire regardait fixement son téléphone depuis plusieurs minutes. L'écran éteint reflétait à peine son visage fatigué. Dans la cuisine, Thomas grignotait un morceau de pain assis sur le bord de la table, casque autour du cou, comme s'il redoutait une conversation, mais restait disponible au cas où elle surviendrait. Depuis la visite de Vincent Dubois, l'appartement semblait différent, plus silencieux encore, comme si chaque objet attendait une décision. La veille, Claire n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à marcher entre la chambre et le salon, regardant Élise dormir, pensant à ce que signifiait dire oui à cette proposition. Et ce matin-là, sans encore le dire, elle avait pris sa décision. Elle appela Vincent. La voix de l'homme, au bout du fil, fut plus calme que lors de leur précédente rencontre. « Je viendrai avec Élise, dit-elle, mais seulement pour un temps, et à mes conditions. » Il ne chercha pas à négocier, il accepta sans commentaire. Quelques jours plus tard, Claire traversa à nouveau les grilles de la grande maison de Neuilly-sur-Seine. Cette fois, elle ne portait pas son uniforme de travail, ni ses gants, ni le sac de produits ménagers. Elle tenait la main d'Élise, et une petite valise contenait l'essentiel. Quelques vêtements, 2 livres pour enfants, et un cadre photo où Thomas, encore petit, souriait sous le soleil d'un été lointain. Le portail s'ouvrit, lentement, presque solennellement. La gouvernante, qu'il avait toujours traitée avec indifférence professionnelle, vint les accueillir avec une expression neutre. Elle regarda Élise avec une prudence teintée de surprise. L'enfant passa sans mots, regardant droit devant elle. Claire, elle, garda la tête haute. On leur montra les chambres. Claire aurait une petite pièce attenante à celle d'Élise. Rien d'ostentatoire, mais bien plus confortable que ce à quoi elle était habituée. Le lit était ferme, les draps impeccables. Une fenêtre donnait sur un jardin intérieur, mais Claire se méfiait du confort. Elle savait qu'il pouvait masquer des silences épais. Elle s'installa lentement, sans empressement, chaque geste mesuré, chaque objet placé avec retenue. La première semaine fut étrange. Élise restait proche de Claire, l'accompagnant dans chaque pièce, comme un fil qui refusait de se détendre. Vincent était présent, mais en pointillé. Il partait tôt, rentrait tard, posait quelques questions brèves, puis se réfugiait dans son bureau. Il semblait sincère dans sa volonté de bien faire, mais maladroit, perdu. Claire le vit plusieurs fois rester figé devant la porte de la chambre d'Élise, comme s'il n'osait pas entrer. Elle ne fit aucun commentaire. Elle l'observait comme on observe un animal blessé qui feint d'être invulnérable. Au bout de quelques jours, Claire proposa un rythme. Lever et petit déjeuner ensemble, promenade dans le jardin, quelques exercices scolaires, lecture, dessin. Élise acceptait sans protester. Elle semblait rassurée par la structure. Vincent, quand il était là, essayait de participer, mais il était comme un invité dans sa propre maison. Une fois, il demanda s'il pouvait lire une histoire à sa fille. Claire hocha la tête. Il s'assit maladroitement sur le bord du lit, ouvrit le livre, lut avec une voix trop posée.
Élise l'écouta sans réagir. À la fin, elle ferma les yeux. Il resta là un moment, avant de se lever et quitter la pièce sans bruit. Claire le retrouva ce soir-là dans la cuisine. Il tenait un verre d'eau entre ses mains, le regard perdu dans le vide. « Je ne sais pas comment on fait », murmura-t-il. « Je pensais qu'il suffisait de fournir ce qu'il faut. La maison, la sécurité, les écoles. Ce qu'il faut, ce n'est pas tout ça, » répondit-elle doucement. « Ce qu'il faut, c'est rester, écouter, être là même quand on ne comprend rien, surtout quand on ne comprend rien. » Il hocha la tête lentement. Ce fut leur première vraie conversation. Au fil des jours, la présence de Claire dans la maison commença à influer sur le rythme du lieu. Les repas devinrent moins silencieux. La gouvernante relâcha légèrement son formalisme. Même le jardinier, un homme discret, engagea une conversation sur les rosiers. Il semblait que la maison, longtemps figée dans une solitude dorée, retrouvait une forme de souffle. Mais Claire restait prudente. Elle savait que les habitudes pouvaient revenir, que les bonnes intentions ne suffisaient pas. Elle surveillait Vincent. Elle notait ses efforts, ses hésitations, ses absences. Elle lui rappelait parfois d'un mot sec qu'il ne suffisait pas d'être là un soir pour être un père. Il écoutait. Parfois, il se taisait longtemps avant de répondre, mais il restait. Un soir, alors qu'elle rangeait quelques affaires dans le couloir, elle entendit Élise éclater de rire. Un vrai rire, clair, rapide, presque surpris. Elle s'arrêta net. Cela faisait des semaines qu'elle ne l'avait pas entendu ainsi. Elle s'approcha discrètement. Vincent et sa fille jouaient à un jeu de société, leurs mains se croisant sur le plateau, une complicité timide naissante. Claire sourit, sans se montrer. Elle repartit dans sa chambre, les yeux humides, le cœur en désordre. Ce soir-là, elle écrivit à Thomas. Un simple message. « On tient le coup. » Elle commence à sourire. Et moi, je commence à respirer. Le lendemain, elle décida de rester encore un peu, pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'il y avait quelque chose à construire, lentement, ensemble, sans promesse, mais avec sincérité. La maison de Neuilly avait changé d'atmosphère depuis l'arrivée de Claire et d'Élise. Là où régnait autrefois un silence lourd et fonctionnel, des sons discrets avaient de commencer à remplir l'espace. Une voix d'enfant, un rire échappé, une chaise déplacée à la hâte, le tintement des verres lors d'un petit déjeuner partagé. Mais malgré ces signes encourageants, une ombre persistait, surtout lorsque Vincent Dubois entrait dans une pièce. Il n'était pas hostile, mais sa présence restait crispée. Il semblait toujours calculer, toujours analyser, comme s'il cherchait à trouver la bonne formule pour rétablir une relation qu'il n'avait jamais réellement su entretenir. Claire observait ses mouvements. Elle notait les efforts, mais elle en voyait aussi les limites. Il y avait encore chez lui cette froideur involontaire, ce besoin de contrôler, cette incapacité à s'abandonner à la simplicité d'un moment partagé. Et un soir, cette tension, accumulée au fil des jours, finit par éclater. C'était un mercredi soir. Élise avait refusé de dîner à table. Sans un mot, elle s'était enfermée dans sa chambre. Vincent, contrarié, était resté figé dans la salle à manger, les bras croisés. Claire, debout à l'autre bout de la pièce, observait la scène. Elle savait que c'était le moment. Elle n'allait pas adoucir ses mots. Elle en avait assez de cette diplomatie polie. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» lança-t-elle. Vincent tourna la tête, surpris par le ton sec de Claire. Il fronça les sourcils mais ne répondit pas. « Vous croyez que faire venir un cuisinier, proposer des activités, prendre 2 heures de votre emploi du temps pour jouer au Monopoly, c'est ça être père ? Vous êtes toujours en train de calculer, de structurer, de contrôler. Mais elle n'a pas besoin d'un manager, elle a besoin d'un père, d'un vrai. » Il resta muet. Son visage s'était tendu. Claire, elle, poursuivit, le regard planté dans le sien. « Vous savez combien de fois elle a mangé seule avant que j'arrive ici ? Vous savez combien de fois elle s'est réveillée sans un adulte dans la maison ? Elle ne vous en veut même pas vraiment. Elle ne vous attendait plus. Et malgré ça, elle accepte encore vos maladresses, vos absences, vos silences. Je fais ce que je peux, finit-il par dire, la voix basse. Non, vous faites ce que vous croyez suffisant. Ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas le droit de traiter votre fille comme un projet à remettre sur les rails. Elle n'a pas besoin d'un plan d'action, elle a besoin de savoir que vous êtes là, même quand ça ne va pas. Surtout quand ça ne va pas. Vincent baissa les yeux. Il semblait soudain plus petit, moins imposant dans son costume parfaitement coupé. Claire s'approcha de la table, posa les mains à plat sur le bois.
J'ai nettoyé vos sols pendant des années sans jamais lever les yeux, parce que dans ce monde, mon avis n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, je suis ici non pas parce que je veux un poste, un salaire ou de la reconnaissance. Je suis ici parce qu'une enfant m'a regardé et m'a fait confiance. Ce regard-là, vous ne l'avez pas encore mérité. Un silence épais suivit. Vincent ne répondit pas. Claire quitta la pièce sans un mot de plus, montant à l'étage pour rejoindre Élise. Elle frappa doucement, entra, trouva la fillette assise au sol, les genoux repliés contre elle. « Il m'a encore regardé comme si j'étais un problème », murmura-t-elle. « Non, il t'a regardé comme quelqu'un qu'il ne sait pas comment aimer. Mais il apprend. Et toi, tu n'as pas à le pardonner tout de suite. Tu as le droit d'attendre qu'il soit prêt. » Élise ne répondit pas, mais elle posa sa tête contre Claire, qui l'enlaça avec tendresse. Le cœur battant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'aider un père à reconquérir sa fille, mais aussi de rappeler à cette maison ce qu'était une relation humaine vraie, non filtrée par le luxe, l'efficacité ou les apparences. Le lendemain matin, Claire croisa Vincent dans le couloir. Il avait l'air épuisé, mal rasé. Il s'arrêta devant elle, comme s'il voulait dire quelque chose. Elle attendit. Finalement, il murmura « Vous aviez raison. Je me suis menti. J'ai fui. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement ce que je n'osais pas voir. J'ai passé ma vie à construire un empire et j'ai laissé ma fille devenir une inconnue. » Claire ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Maintenant, vous avez une chance de la connaître, mais ça ne se fait pas entre deux réunions. Il faut choisir, vraiment choisir. » Vincent hocha la tête, les yeux rougis. Il tourna les talons, mais cette fois, ses pas n'étaient plus aussi sûrs. Il avançait lentement, comme quelqu'un qui désapprend pour mieux recommencer. Dans les jours suivants, les changements furent subtils, mais réels. Vincent restait plus longtemps à la maison. Il ne consultait plus son téléphone toutes les 5 minutes. Il écoutait quand Élise parlait, même si c'était bref. Il se montrait maladroit, souvent silencieux, mais plus présent. Claire restait vigilante, mais elle reconnaissait les efforts. Rien n'était gagné, mais quelque chose enfin avait commencé. Et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les grilles de cette maison, elle se sentit à sa juste place. Pas en tant que domestique, pas comme invitée, mais comme témoin d'une reconstruction. Une reconstruction lente, fragile, mais possible. Le printemps s'annonçait à peine dans les jardins de Neuilly-sur-Seine. Les haies, auparavant taillées avec une rigueur presque militaire, laissaient apparaître de jeunes pousses indisciplinées. Le gazon, encore humide des pluies d'avril, dégageait cette odeur verte et brute qui contrastait fortement avec l'atmosphère longtemps figée de la maison du bois. Pour la première fois depuis longtemps, la demeure ne semblait plus figée dans une perfection froide. Quelque chose avait changé. Quelque chose avait commencé à vivre de l'intérieur. Claire, debout devant la fenêtre de la cuisine, observait Élise et Vincent dans le jardin. Ils n'étaient pas très proches, mais ils étaient ensemble. Le père avait acheté un ballon, maladroitement, comme un premier geste de normalité. La fillette l'avait accepté, sans enthousiasme excessif, mais elle avait accepté. À chaque rebond, 1 centimètre se réduisait entre eux. Claire les regardait, sans intervenir, mais elle enregistrait chaque détail, les hésitations, les regards en coin, les sourires retenus, des signes, des petits signes, mais précieux. Elle se rappelait la première fois qu'elle était entrée dans cette maison. Ce jour où elle avait reconnu dans le dessin d'une enfant silencieuse les contours d'un lieu interdit. Aujourd'hui, ces contours s'étaient remplis. Pas de rires éclatants ou de scènes joyeuses théâtrales, mais une présence, une réalité, une lente reconquête du lien. La gouvernante avait elle aussi modifié son comportement. Moins stricte, moins distante, elle avait même osé demander à Claire si elle voulait participer à l'organisation d'un déjeuner de famille. Le personnel, discret mais observateur, avait compris que l'ancienne hiérarchie se fissurait. Claire n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était celle qui avait redonné à la maison sa respiration. Dans la chambre d'Élise, les murs avaient changé. Les dessins s'étaient multipliés. Des feuilles colorées, des traits d'enfants, des collages. La tristesse épaisse qui pesait sur cette pièce avait été remplacée par une présence enfantine réelle. Claire l'avait encouragée à accrocher ses créations, à prendre possession de l'espace. Chaque dessin était un acte de résistance contre le silence du passé. Thomas était venu un week-end. Il avait été reçu avec respect. Vincent avait fait l'effort d'être là.
d'écouter, de poser des questions. Claire avait observé la scène avec un mélange de prudence et de soulagement. Elle avait vu dans le regard de son fils une reconnaissance nouvelle. Peut-être qu'il comprenait enfin pourquoi sa mère avait accepté cette mission. Peut-être qu'il réalisait que, pour la première fois, elle ne se contentait plus de subir. Un soir, Vincent l'avait invitée à dîner, pas dans un geste de condescendance, mais comme un homme qui cherche à comprendre. Ils avaient se mangé dans la salle à manger, côte à côte, sans formalités excessives. Il avait parlé de sa femme, de son absence, de ce vide qui s'était creusé au fil des mois. Claire avait écouté. Elle n'avait pas jugé. Mais elle avait dit une chose posément. « Vous avez vécu votre deuil dans le silence. Mais votre fille, elle, avait besoin de mots. Et maintenant, elle a besoin de temps. » Il avait acquiescé. Il semblait apprendre à désapprendre ce qu'on lui avait inculqué. La performance, la maîtrise, la façade. Il tâtonnait, mais il ne fuyait plus. Les habitudes avaient changé. Le matin, Vincent prenait désormais son petit déjeuner avec Élise. Il lisait parfois quelques lignes d'un livre, mal à l'aise, mais persévérant. Il ne consultait plus son téléphone en sa présence. Il écoutait. Il acceptait même les silences, ce qui représentait peut-être son plus grand progrès. Un jour, Élise était tombée dans le jardin. Rien de grave, une simple éraflure. Mais elle avait couru vers son père. Pas vers Claire, vers lui. Vincent l'avait prise dans ses bras, l'avait rassurée, maladroitement, mais sincèrement. Claire, qui avait observé la scène de la fenêtre, avait ressenti une émotion difficile à décrire, un mélange de soulagement, de fierté discrète et d'un pincement douloureux. Elle comprenait que son rôle était en train de changer, et que bientôt, peut-être, il lui faudrait partir. Le soir même, elle en parla avec Élise. Elles étaient assises sur le lit, entourées de peluches et de livres. La fillette regarda Claire avec sérieux. « Tu vas partir bientôt ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle caressa les cheveux d'Élise doucement. « Tu n'auras plus besoin de moi de la même manière, mais je ne serai jamais loin. Promis ? Promis. » Ce mot fut comme une passerelle. Claire ne savait pas encore comment les choses allèrent se dérouler, mais elle savait qu'un cycle s'achevait, et que ce qui commençait maintenant appartenait à Élise, à Vincent, à leur relation nouvelle. Elle n'avait pas tout réparé, mais elle avait permis le début de quelque chose, et cela suffisait. Dans les jours qui suivirent, Vincent lui parla d'un poste à long terme, pas comme employé, mais comme coordinatrice de la maison, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui veillerait au bon fonctionnement humain du foyer. Claire n'avait jamais imaginé une telle proposition. Elle demanda du temps pour réfléchir. Ce qu'elle voulait désormais, c'était choisir, ne plus accepter par nécessité, mais décider. En marchant dans le jardin ce matin-là, elle sentit le soleil réchauffer doucement sa peau. Elle pensa à tous ces matins de métro, ces couloirs silencieux, ces sols brillants qu'elle nettoyait avant que les autres ne commencent leur journée. Elle pensa à tout ce chemin parcouru, et elle comprit qu'elle avait, elle aussi, commencé un nouveau départ, sans tambour, sans fanfare, mais avec solidité. L'été s'installait lentement sur Paris. Les jours s'allongeaient, les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps, et l'air tiède ramenait dans les rues un bourdonnement discret de conversations, de vélos qui passent, de terrasses qui se remplissent. Dans la maison du Bois, à Neuilly-sur-Seine, le changement n'était plus seulement perceptible, il était visible. Ce qui autrefois ressemblait à un manoir silencieux avait pris des allures de lieu habité, respirant, vivant. Les pièces n'étaient plus muselées par le silence. On entendait des rires, parfois même des disputes, mais surtout des voix, des vraies. Claire marchait dans le couloir central, un dossier sous le bras. Elle venait de terminer une réunion avec le personnel qu'elle coordonnait désormais. Le mot « gestionnaire de service » sur sa carte n'était qu'un titre administratif. En vérité, elle était bien plus. Elle était la médiatrice, le pivot, la personne à qui l'on s'adressait quand quelque chose n'allait pas, celle qui écoutait, ajustait, proposait. Et surtout, elle était restée pour Élise pour continuer à veiller sans étouffer, pour rester présente sans être indispensable. La fillette, qui l'avait autrefois serrée comme une bouée, était désormais plus stable, plus confiante. Elle allait à l'école. Elle riait. Elle racontait sa journée sans qu'on le lui demande. Elle appelait Vincent « papa » à voix haute. Ce mot, au début, semblait trop large pour lui. Mais à force d'efforts, Vincent Dubois avait appris à l'habiter. Il avait cessé d'être l'ombre distante que Claire avait un jour confrontée dans la salle à manger.
Il avait renoncé à vouloir gérer sa fille comme un dossier. Il s'était laissé apprivoiser, maladroitement, avec des erreurs, des excuses sincères, des tentatives recommencées. Claire l'avait vu désapprendre sa rigidité pour devenir un homme plus vrai. Pas parfait, mais humain. L'impact de ce changement ne s'était pas limité aux murs de la maison. À l'initiative de Claire, une partie du personnel avait été renouvelée selon des critères nouveaux. Elle avait insisté pour embaucher des femmes qui, comme elle autrefois, venaient de milieux fragiles, parfois mères célibataires, parfois réfugiées, toutes compétentes mais invisibles. Elle leur offrait non seulement un emploi, mais une place réelle, une reconnaissance. Elle leur parlait d'égal à égal, les formait, leur montrait qu'elles pouvaient tenir tête, poser des limites, exiger du respect. C'était sa manière de redonner ce qu'elle-même avait mis des années à conquérir. Un matin, elle reçut une lettre. Elle venait d'une association locale qu'elle avait soutenue discrètement par des dons réguliers. On l'y invitait à participer à un programme de mentorat pour femmes en reconversion professionnelle. Claire lut la lettre avec un mélange d'émotion et de réserve. Elle n'avait jamais cherché la lumière. Elle ne se voyait pas comme un modèle. Mais elle savait aussi que refuser serait trahir le chemin qu'elle avait parcouru. Alors elle accepta. Ce même jour, Élise rentra de l'école, un dessin à la main. Elle le tendit à Claire avec un sourire timide. Sur la feuille, une maison colorée, un soleil, un arbre et 3 silhouettes. Claire la regarda surprise. « C'est nous ?» demanda-t-elle. Élise hocha la tête. « Toi, papa et moi. » Claire sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Elle n'avait jamais voulu prendre la place de qui que ce soit. Elle n'était pas la mère de cet enfant, mais dans ses gestes, dans ses silences et dans ses présences, elle était devenue un point d'ancrage. Et ce dessin le confirmait. Elle remercia Élise, l'embrassa sur le front puis la regarda courir vers le jardin. Vincent, assis sur un banc, l'attendait. Ils discutèrent, rien d'extraordinaire. Mais dans cette simplicité résidait l'essentiel. Un mois plus tard, Claire fit une demande officielle. Elle souhaitait que son poste soit redéfini pour inclure une mission de médiation sociale. Elle voulait aider d'autres familles et de l'entourage de Vincent, souvent aussi perdus que lui, à repenser leurs relations. Il accepta sans discuter. Mieux encore, il proposa que la fondation de l'entreprise Synergia finance un programme d'accompagnement pour les femmes en précarité ayant des enfants. Le projet porta le nom de Élise. Claire n'avait jamais cherché les honneurs, mais voir le prénom de cette fillette, un jour si fragile, devenir le symbole d'un projet de reconstruction humaine, fut une récompense silencieuse. Cela signifiait que l'histoire ne s'arrêtait pas à cette maison, que le geste initial, tendre la main à une enfant seule sur un trottoir, avait produit une onde de transformation réelle. Thomas, de son côté, avait trouvé un stage grâce à un contact de Vincent. Il ne l'avait pas demandé, mais il avait accepté. Et ce fut peut-être la preuve la plus claire que le monde de Claire s'était élargi sans s'oublier. Le soir, alors que la lumière dorée traversait les vitres, Claire s'installa avec une tasse de thé sur le rebord de la fenêtre. Elle repensa à tout ce qui s'était passé depuis cette matinée glaciale où elle avait trouvé Élise recroquevillée contre un mur. Rien n'avait été planifié, rien n'avait été facile, mais tout avait compté. Ce n'était pas un conte de fées. Il n'y avait eu ni miracle ni magie, seulement des choix, des gestes, de la persévérance, et surtout une certitude. Même les vies les plus invisibles ont le pouvoir de bouleverser les structures les plus solides. Claire ferma les yeux un instant. Elle ne rêvait pas d'un avenir extraordinaire. Elle voulait juste que chaque jour soit un peu plus humain que le précédent. Et dans cette maison autrefois muette, les voix, les gestes, les silences complices disaient que cela était désormais possible.